Merci beaucoup. Donc, bonjour Ali Mrabet. Je suis très heureux que vous ayez accepté cette invitation au midi de l'IREMO. Vous êtes un journaliste marocain, ancien rédacteur en chef du périodique Le Journal hebdomadaire. Vous avez créé l'hebdomadaire Demain et travaillé comme correspondant au Maghreb pour le quotidien espagnol El Mundo. Je précise que vous avez été interdit par un tribunal d'exercice de la profession de journaliste entre 2005 et 2015. En réalité, c'était une interdiction de fait de toutes les professions au Maroc et ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce que vous aviez affirmé, je cite, que les réfugiés sahraouis des camps de réfugiés de Tindouf étaient des réfugiés selon l'ONU et non des séquestrés du Front Polisario. En réalité, le pouvoir vous reprochait d'avoir osé vous rendre dans les camps de Tindouf pour interviewer le défunt président de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Abdelaziz. Je vous ai invité en fait maintenant, car depuis l'été 2020, chaque accord entre Israël et un pays arabe s'accompagne d'un petit cadeau qui est offert aux nouveaux signataires. Et pour le Maroc, Donald Trump et Benjamin Netanyahu avaient prévu même un gros cadeau, un cadeau de taille, la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara occidental, objet de conflits armés depuis près d'un demi-siècle. Mais il semble que l'administration Biden hésite. Alors, avant de vous donner la parole, et s'agissant d'un conflit peu couvert par les grands médias français, je voudrais simplement en rappeler quelques grandes dates. L'Espagne a commencé à coloniser le Sahara occidental, 266 000 km², c'est-à-dire l'équivalent du Royaume-Uni, entre 1884 et 1887. Après l'indépendance du Maroc en 1956, celui-ci a revendiqué la souveraineté sur ce territoire, la Mauritanie aussi, et une guerre de libération a été déclenchée par l'armée de libération marocaine contre l'occupant, et elle a été écrasée par les troupes espagnoles, aidées des troupes françaises, en février 1958. Suite à plusieurs autres mouvements, je ne rentre pas dans le détail, le Front Polisario est créé en 1973 et engage à son tour la lutte armée contre l'Espagne, qui conservera le contrôle du Sahara occidental, sauf Difni, jusqu'à la fameuse Marche verte organisée par le roi Hassan II le 6 novembre 1975. Ce jour-là, 350 000 Marocains pénètrent sur le territoire de manière pacifique, territoire qu'ils baptisent province du sud du Maroc. Et puis intervient, une semaine après, un accord entre Madrid, le Maroc et la Mauritanie, le 14 novembre 1975 très précisément, accord qui prévoit la partition du Sahara occidental entre ces deux pays, le Maroc et la Mauritanie. Cet accord contredit l'avis qui a été rendu un an avant par la Cour internationale de justice de l'Haye, selon laquelle, je cite la Cour de justice, son avis, son arrêt, les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part, le royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. Ce qui fait que l'accord entre Madrid, le Maroc et la Mauritanie est condamné par l'Assemblée générale des Nations unies. Commence alors une longue guerre du Polisario contre la Mauritanie, qui renonce à son territoire dès 1979, et surtout contre le Maroc. Plusieurs dizaines de milliers de Sahraouis se réfugient à Tindouf, en Algérie, dans des camps administrés par le Polisario. De sources algériennes, il serait désormais, actuellement, 150 000. En février 1976, le Polisario proclame l'indépendance du territoire et la République arabe sahraoui démocratique, qui sera reconnue par l'Union africaine, mais pas par l'ONU. Et la République arabe sahraoui démocratique exige un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Le Maroc refuse et construit dans les années 1980 un gigantesque mur de sable qui sépare le nord du Sahara occidental du sud. Le Maroc contrôle ainsi environ 80%
du territoire, contre 20% qui sont tenus par les Sahraouis. Après le cessez-le-feu du 6 septembre 1991, tout l'espoir repose sur la mise en place d'une mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental qu'on appelle la MINURSO. Mais le référendum initialement prévu en 1992 n'aura jamais lieu. Et toutes les tentatives de négociation échouent, de même que les plans d'autonomie, notamment ceux de James Baker, l'ancien secrétaire d'État américain qui a été nommé envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. Il démissionnera lui-même en 2004. Le mur construit par le Maroc sert encore aujourd'hui de ligne de démarcation. Il est bordé de chaque côté d'une zone tampon de 5 km de large, sous la responsabilité des casques bleus de la MINURSO. La RASD est membre de l'Union africaine depuis 1982. Elle a été reconnue jusqu'à 82 pays, en majorité africains et latino-américains, mais elle n'entretiendrait plus aujourd'hui de relations officielles qu'avec 23, tandis que 17 autres ont un consulat au Sahara du côté marocain. Rabat, je l'ai dit, contrôle de fait la grande majorité du territoire, dont il a marocanisé la population et exploite les ressources, notamment le phosphate. Il y a quelques semaines, le 13 novembre 2020, le Front Polisario a annoncé qu'il reprenait le combat après presque 30 ans de cessez-le-feu, suite à une intervention du Maroc dans la zone tampon de Guerguerat, près de la Mauritanie. Immédiatement, la Mauritanie et l'Algérie, mais aussi les membres du Conseil de sécurité impliqués dans les négociations politiques au point mort depuis 2019, ont appelé à la retenue. Mais mercredi dernier, un drone a tué Da Al-Bandir, le chef de la gendarmerie du Polisario et responsable de premier plan du mouvement. Selon la presse marocaine, le drone n'aurait fait que signaler la présence d'Al-Bandir à des avions de chasse marocains. Vous connaissez, chers confrères, ce résumé étant fait, la règle du jeu. Vous avez 30-35 minutes pour introduire notre dialogue, après quoi nous aurons une petite heure pour discuter entre nous et avec ceux et celles qui nous suivent. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous donne immédiatement la parole. Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous m'entendez? Parce que comme il y a un problème, oui, on vous entend très bien. Parfait, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Avant tout, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui pour parler d'un sujet, le conflit du Sahara occidental, qui est un thème, comme vous le savez, très complexe et même très sensible au Maroc. Au Maroc, il y a ce que l'État et ses affidés appellent le fameux consensus national, c'est-à-dire que tout ce qui tourne autour de ce conflit est verrouillé. On doit parler d'une même voix. Donc, qui a inventé ce consensus sur la base de quoi? Moi, personnellement, je ne sais pas. Vous êtes historien, vous êtes politicien, vous êtes journaliste, vous êtes chercheur. Vous n'avez pas le droit d'émettre une autre opinion autre que celle de l'État. Certains appellent ça du patriotisme, d'autres appellent ça, mais c'est mon avis, entier, réfléchi, c'est la pensée unique. C'est la dictature de la pensée unique. Moi, je ne parle pas du fait qu'on soit pour ou contre, hein, parce que moi, personnellement, je ne suis pas sahraoui, je ne suis pas un militant sahraoui, je ne milite pas pour eux, je suis un journaliste, j'ai un cerveau constitué normalement, comme ceux de la majorité des humains, et je réfléchis. Je réfléchis sur la base de documents, sur la base de faits. Je suis ce qu'on pourrait peut-être appeler, comme le disait l'un de vos grands philosophes, un spectateur engagé. Mais je reste un spectateur, un journaliste professionnel qui écrit sur la base de faits et pas de choses, de choses patriotiques ou patriotardes ou de ceci ou de ça, de cela, de je suis contre le Maroc, je suis pour le Maroc. Non, moi je suis un journaliste. Donc c'est exactement
c'est pareil à ce qui se passe en Espagne, à Barcelone, pays où je vis actuellement, où il y a effectivement un problème de séparatisme, d'indépendance. C'est pas la même chose, mais bon. Mais en Espagne, par les politiciens qui prennent des décisions, les journalistes, les historiens, les chercheurs, ils ont droit à une liberté d'expression qui, dans le cas du Sahara occidental, n'existe pas. Mais n'existe pas. Je peux vous le dire, moi, j'en ai souffert, comme vous l'avez dit. Oh, je ne regrette rien. Moi, je ne veux pas faire la victime. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon boulot, et point final. Et s'il faut le refaire, moi, je vais le refaire. Hein. Si demain, une occasion se présente pour faire une interview en Algérie ou au Sahara ou je ne sais pas où, moi, je vais le faire en tant que professionnel de la presse. Donc, pour nous autres Marocains, pour moi, comme je vous l'ai dit, que je suis un spectateur, moi, je pense que le conflit du Sahara, c'est une idée de génie de Hassan II. Je le dis génie. Hassan II, c'était un grand dictateur, mais c'était quelqu'un d'intelligent. C'était quelqu'un de très intelligent même. Je pense que même ses ennemis lui reconnaissent cette qualité. On disait même rusé à l'époque, on disait rusé. Voilà. Non, mais c'était quelqu'un de très rusé. Je pense que s'il est resté 40 ans, je vais dire, en tant que roi, c'est que bon, il a su manœuvrer, quoi. Mais aussi à cause aussi d'une classe politique qui, comme on le voit actuellement, avec tout ce qui se passe, une classe politique un peu faiblarde aussi. Donc, le grand génie de Hassan II, il vient après les 2 tentatives de coup d'État de 71, de 72, et Hassan II, comme il savait que ça allait se répéter, parce que ça s'est répété en 2 ans, ça s'est répété le premier coup d'État, c'était en 71, le deuxième, c'était en 72, et Hassan II a une idée de génie. Comment est-ce que je vais faire pour unifier tous ces Marocains qui m'en veulent, cette classe politique qui, à l'époque, était puissante, parce qu'on avait une opposition avec la fameuse Union nationale des forces populaires, qui après, elle deviendra l'Union socialiste des forces populaires, avec un parti aussi, l'Istiklal, qui était le parti de l'indépendance, le parti qui a mené le Maroc vers l'indépendance. Et Hassan II, il dit, mais comment je vais faire, moi, pour unifier le Maroc, et puis faire oublier beaucoup d'autres choses. Et en même temps, il écartait l'armée, d'où était venu le coup d'État. Exactement. Tentative de coup. Exactement. Donc, l'idée de génie de Hassan II, c'est premièrement, après 75, de lancer les 350 000 citoyens marocains, civils, désarmés sur ce territoire qui était une province, ne l'oublions pas, une province espagnole, qui était une province espagnole, parce que Franco a dit qu'on avait fait une province espagnole. Donc, le premier pari, c'est d'occuper l'armée. Donc, on va envoyer l'armée dans les sables, défendre l'intégrité territoriale du Maroc. Le deuxième pari, c'est que moi, je vais unifier, au moins pendant un certain temps, la classe politique, les syndicats et tout, je veux dire, toute la dissidence qui existait au Maroc autour d'un sorte de rêve patriotique qui est la défense du Sahara occidental. On va l'appeler, à partir de la Sahara marocain. Et puis, il y avait un troisième point qui est, à mon avis, en tant que Marocain, et vous l'avez signalé vous-même, qui est extraordinaire, c'est comment je vais faire croire aux Marocains que le tribunal de La Haye nous a donné raison quand on relit l'avis consultatif, quand on le lit, parce que moi je suis Marocain, vous êtes Français, et moi je suis Marocain, toute ma vie, j'ai entendu que l'avis consultatif de 75 du tribunal de La Haye, il nous a donné entièrement raison. Il nous a donné entièrement raison. Et moi, quand j'étais diplomate, moi j'avais des éléments de langage que je devais expliquer à mes interlocuteurs quand j'étais diplomate. Alors, il y en avait qui ne savaient même pas que cet avis consultatif existait. Et d'autres que si, qu'ils avaient le texte. Alors, il est clair, il est parfaitement clair. Exactement. Alors, quand j'expliquais à mes interlocuteurs, je leur expliquais pas, je leur disais non, l'avis consultatif, il nous donne entièrement raison. Et ceux qui savaient, ils disaient, écoutez, ce garçon, il est sympathique, il est gentil, il est jeune,
mais il sait pas de quoi il parle. Alors que l'avis consultatif, vous le trouvez sur Internet. Vous le trouvez sur Internet. Nous, on prend la dernière conclusion, mais on ne voit pas. Et on ne voit pas que dans la conclusion, ils disent, mais allez-y au paragraphe 162, où tout est clair. Tout est clair. Moi, je l'ai lu depuis l'époque, je pense que je l'ai lu 20 fois ou 30 fois, où c'est écrit. En clair, il n'y a pas de lien de souveraineté, ni marocaine, ni mauritanienne. C'est écrit là. Sur le Sahara. La Cour conclut que les éléments de renseignement portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part, le royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. Mais à l'expliquer aux Marocains ce qui est écrit dans ce texte, moi, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est pas le Polisario, c'est pas les ennemis du Maroc, ça c'est l'avis consultatif que moi, on m'a inculqué, on m'a fait introduire dans la tête, qui nous donnait raison. Il nous donnait entièrement raison. Et donc, quand vous voyez ça, ben vous dites que réellement, le conflit du Sahara, l'affaire du Sahara, est devenue une religion. Une religion, c'est devenu totalement illogique. C'est comme ça. Bon, on y croit, et disons, point final. Il n'y a pas d'autre discussion. Donc, Bassin II a réussi ce pari qui était extraordinaire d'imposer un agenda à la classe politique qui était combattante à l'époque, qui était quand même très très forte. C'est-à-dire, maintenant, parce qu'avant, on avait, parce qu'on va y arriver, on avait la première cause sacrée, c'était la Palestine. Depuis 1948, la première cause sacrée des Marocains, c'était la Palestine. Et donc, Hassan II impose une deuxième cause sacrée qui est celle du Sahara, des provinces du Sud. Donc, ça, c'est la première cause. Bon, non, ça, c'est le premier strate, le premier point. Et puis en bas, quand vous réclamez la dignité humaine, la justice sociale, le partage des richesses, l'égalité des droits, mais aussi l'art, l'éducation, la culture, non. Il faut que ça vienne après. Est-ce que je peux, Ali, juste pour aller dans votre sens, mais en donnant un témoignage personnel? Oui, bien sûr. En quelques mots, j'ai découvert le territoire lui-même au début des années 80, où j'avais été envoyé par mon journal et j'avais fait un reportage. Et mon reportage était extrêmement objectif, c'est-à-dire que je n'avais pas essayé d'entrer dans la logomachie des uns ou des autres, mais simplement de dire ce que je voyais. Et qui m'avait le plus violemment critiqué, c'était les dirigeants de ce qu'on appelait à l'époque le PPS, je crois, avec son journal Al-Bayan, et un des fils du fondateur du parti, j'ai oublié son prénom, mais c'était Yatta, c'était le fils d'Ali Yatta, m'avait mais violemment attaqué dans le journal Al-Bayan du parti, parce que j'avais simplement raconté ce que j'avais vu. C'est-à-dire, j'avais vu ces réfugiés, je savais très bien qu'on était autour de Tindouf, j'avais une claire conscience de ce qui se passait, je veux dire. Et c'était assez tôt en France, un peu de gens parlaient à l'époque du conflit. Et j'avais tout d'un coup compris que le truc formidable d'intelligence et de ruse donc, de Hassan II, ça avait été d'aligner la classe politique autour d'une cause qui lui permettait aussi d'éloigner l'armée, donc de faire coup double, si on peut dire, pour que le régime et le trône survivent à des crises qui avaient été très sérieuses quand même. Oui, exactement. Non, mais vous, parce que vous parlez du PPS, il faut savoir que le parti du PPS, qui est le parti du progrès et du socialisme, c'est l'ancêtre du Parti communiste du Maroc. C'est l'ancêtre du Parti communiste du Maroc, qui deviendra après le Parti communiste marocain. Et après, il sera interdit à la fin des années 50, après l'indépendance du Maroc, et son nouveau nom sera choisi, le nouveau nom avant celui du PPS, sera choisi par le roi. Par le roi même. Il faut savoir que les anciens communistes, parce qu'il faut les appeler les anciens communistes, sont les seuls communistes de la planète, je veux dire du monde, qui sont pour une monarchie exécutive. Ils sont pour une monarchie exécutive, une monarchie qui règne et qui gouverne.
Mais Comme ça. dans El Moudjahid, le quotidien algérien, je me souviens qu'à l'époque, il disait, mais PCM, ça ne veut pas dire Parti communiste marocain, ça veut dire Parti communiste monarchiste. Oui, Et oui, oui, évidemment, parce on qu'il y plaisante. a, exactement, mais il y a un célèbre humoriste qui a appelé le PPS le petit parti de Sidna, le petit parti de notre Seigneur. Voilà, donc ça vous dit tout, hein, mais bon, non, non, c'est pour ça que c'est important avec le mot religion, parce que moi, je pense que tous mes amis au Maroc, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me lisent, hein, ils savent que moi, je ne suis pas un militant de l'indépendance, hein, parce que moi, je veux rester, je veux pas me politiser, je veux pas prendre position. Je suis un journaliste. Donc, pour être un journaliste, je respecte certains principes universels, hein, parce que je ne veux pas parler de principes marocains, parce que le principe marocain, il s'arrête à la frontière. Hein, je veux dire, principe de presse. Donc si vous sortez, si vous publiez des informations qui sont conformes, c'est-à-dire à certaines règles internationalement reconnues, mais qui vont à l'encontre du discours officiel, vous êtes officiellement, je vais dire, un ennemi, un monsieur, parce que moi, ils disent que je suis contre le consensus national. Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire, ce consensus. Comme ça, Ali, il faut avancer. Donc, quittons un tout oui, petit peu le point de départ. Comment c'est oui. possible que tant d'années après, le conflit soit encore bloqué au point que le roi du Maroc actuel, Mohamed VI, ait utilisé, si j'ose dire, la reconnaissance d'Israël, la normalisation entre le Maroc et Israël, pour essayer d'obtenir la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Ben, On moi, est quand même loin de 75, hein, quand même. oui, moi, je crois qu'il essaye de renouveler aussi, il essaye de renouveler un peu ce qu'avait fait son père en 75, c'est-à-dire créer une idée patriotique nouvelle de la religion dont je parle pour pouvoir, euh, devant le grand danger de la situation, de ce qu'on vit, la situation économique, sociale, tout ce qui se passe maintenant, hein, et puis surtout aggravé par le Covid, créer ça pour unifier, encore une fois, les Marocains autour de ce grand thème national. Ben, il faut savoir une chose qui est très importante. Hein. Le Maroc, il a quitté l'OUA, qui était l'organisation de l'unité africaine. Il l'a quitté, je pense, en 84. Là. Il a quitté, il a pratiqué la politique de la chaise vide. Et Parce que donc, l'OUA avait reconnu la RASD, c'est ça en fait. exactement, parce que l'OUA, dès qu'elle avait reconnu la race, donc il quitte, il s'en va, il laisse tomber. Bon, voilà, moi je ne veux pas siéger avec les Polisariens. Et puis, en 2017, en janvier 2017, le Maroc il réintègre l'Union africaine. L'Union africaine, c'est le successeur de l'OUA. Sauf que l'Union africaine, parmi ses membres fondateurs, il y a des Klarazd. Klarazd qui est là. Et donc, il y a un Dahir publié, je veux dire, dans le bulletin officiel, qui est notre journal officiel, et qui en réintégrant, ou bien en adhérant à l'Union africaine, il reconnaît, il accepte, il accepte de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres, dont la RAST. Le nom de la RAST, la République arabe saharaoui démocratique, est inscrit dans un bulletin officiel marocain. C'est-à-dire que l'État marocain reconnaît la République arabe saharaoui démocratique. Et quand vous lisez ou quand vous entendez le président du Parlement marocain de notre chambre basse, M. Habib Malki, l'année dernière, qui parle de pseudo-RAST, alors qu'eux-mêmes, ils ont voté pour l'intégration à un déclaration, vous dites que Mohamed VI a vraiment réussi un coup extraordinaire. Moi, quand j'ai vu le nom de la race dans le bulletin officiel marocain qui le reconnaît, c'est écrit noir sur blanc, et qu'après, il n'y a eu aucun travail de réflexion, aucun travail je ne dis même pas protestation, hein, je ne parle pas de protestation, un travail, je me suis dit que ce sujet-là, c'est tellement devenu une religion que les gens, ou bien ils ne comprennent rien, ou bien ils ne veulent pas en comprendre,
ou bien ils ont décidé complètement de laisser le conflit du Sahara aux mains d'un seul personnage, d'un seul lieu, qui est le Palais Royal. Mais, cher confrère, je fais appel à votre confraternité, là. On a eu 30 ans, en gros, de cessez-le-feu plus ou moins respecté, mais dans l'ensemble plutôt respecté, qui a été rompu il y a quelques semaines, je l'ai dit, en novembre dernier, par le Polisario, suite à une affaire un peu compliquée, peut-être on n'entre pas dans les détails, de camions et de liberté de circulation des camions sur la route Oui. qui va du Maroc jusqu'à la Mauritanie. Mais comment expliquer ces 30 années d'impasse? Parce qu'on a quand même des décisions de l'ONU, on a quand même cette MINURSO, on a quand même le projet de référendum, on a les plans d'autonomie américains mis en avant par Baker, on a, au fond, qui a bloqué et sur quoi? Quel est le vrai problème à réaliser un référendum comme c'était prévu dès 92 et comme ça n'a pas été fait? Est-ce qu'il y a au fond, la responsabilité évidente est celle de la puissance administrante de fait, c'est-à-dire le Maroc, mais enfin, il y a aussi l'Algérie, il y a aussi la Mauritanie, il y a aussi le Conseil de sécurité, il y a aussi l'ONU. Notre ami SV, enfin, il signe SV, nous dit, mais il n'y a pas une responsabilité de l'ONU pour la non-mise en place du référendum et la durée de ce conflit. On a aussi un autre ami qui nous dit, est-ce que ce n'est pas les outils de gestion politique qui semblent à certains dirigeants plus efficaces que la diplomatie normale et les textes? D'une certaine manière, je ne veux pas faire de comparaison iconoclaste, mais c'est un peu comme lorsqu'Israël ignore ou déforme le sens des résolutions de l'ONU qui prône la liberté pour les Palestiniens d'avoir l'autodétermination et éventuellement un État. Et on pinaille sur les textes comme si les textes ne le disaient pas, alors que, comme vous le dites pour le texte de la Cour de justice de La Haye, il suffit de lire pour voir que c'est parfaitement clair. Oui, mais ça, encore une fois, moi, je reviens à ma condition, je pense que c'est pour ça que vous m'avez appelé, ma condition de Marocain. Moi, j'ai toujours entendu, ça c'est lu, entendu, vu, que les Sahraouis, dans leur immense majorité, ils veulent être marocains, que c'est un conflit qui a été créé de toutes pièces par l'Algérie. Et moi, je dis en tant que Marocain, je dis OK, très bien, tout ça. Donc, le Maroc, il a accepté le principe d'un référendum d'autodétermination. Donc, moi, en tant que Marocain qui veut réfléchir un peu, alors je dis, mais pourquoi, Laurence, si on est sûr qu'on va gagner ce référendum, si la majorité des Sahraouis sont vraiment pro-marocains, moi je vous dis, OK, très bien, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce référendum? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Ça, c'est la grande question que moi, Marocain, moi je vous dis encore une fois, je ne suis pas un militant qui me pose la question. Alors, ils ne veulent pas le faire, moi je pense qu'ils doivent avoir des informations, qu'ils doivent avoir des soupçons, en sachant que peut-être que cette minorité que vous nous dites, que minorité de séparatistes, que la grande majorité, je pense plutôt qu'il y a une majorité qui ne veut pas réintégrer le Maroc, qu'il y a une minorité qui le veut. Donc vous allez me dire, mais oui, mais comment est-ce qu'on va faire ça? La faute, c'est à qui? Alors, vous savez que le Maroc, d'où la raison de la normalisation des relations avec Israël, le Maroc, au Congrès des États-Unis, il compte sur le puissant appui du lobby pro-israélien. Si le Maroc a rétabli ses relations diplomatiques avec Israël, il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas fait, c'est pas tombé du ciel, quoi. C'est pas pour nous, c'est pas le Ghana, c'est pas des pays. Non, 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 il l'a fait pour des raisons précises. Hein. Il faut savoir, premièrement, qu'il y a 800 000 citoyens israéliens ou d'origine israélienne qui sont d'origine marocaine, mais que surtout, nous, au Congrès des États-Unis, le lobby pro-israélien, c'est aussi un lobby qui appuie le Maroc. Il faut aussi savoir qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, le Maroc compte sur la voix de la France, qui dira oui, oui, à tout ce que dira le Maroc. Sauf que la France, contrairement à ce qu'a fait l'administration de Trump, la France ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le territoire. Donc, la faute, c'est à qui?
la faute, moi je pense que la faute c'est à tout le monde. Hein. Dans ce cas-là, la faute à tout le monde. Moi, je parle toujours moi en tant que Marocain, en tant que, bon, moi j'ai eu un roi qui s'appelait Hassan II qui a accepté le principe de référendum, et ben faisons ce référendum. Est-ce que le point de blocage, en tout cas le prétexte pour les uns ou pour les autres, ça n'était pas l'établissement de la liste de qui est appelé à voter? Parce que au fur et à mesure du conflit, j'ai bien suivi, et j'ai suivi, on a eu une forme de colonisation, marocanisation, comme vous voulez, de la population. C'est-à-dire on ne sait plus très bien qui est sahraoui et qui est marocain. Donc il y a un vrai problème. Ce n'est pas un problème seulement un prétexte, c'est aussi un vrai problème. Comment établir la liste électorale, si vous voulez. Oui, parce que le Maroc, il a rempli, parce que l'idée aussi de génie de Hassan II, c'est que, OK, on accepte le référendum d'autodétermination, mais entre-temps, on va remplir le Sahara occidental de citoyens marocains qui, le moment venu, seront considérés comme des Sahraouis et qui voteront dire à faveur du Maroc, quoi. C'est pour ça qu'il a fait durer, c'est pour ça qu'il a dit, bon, bah, on va faire le référendum aujourd'hui, demain, après-demain, puis à peu près, qu'il est mort en 99, et il n'y avait toujours pas de référendum. Moi, j'ai eu le temps de parler longuement avec l'homme qui s'occupait du dossier du Sahara, qui était Driss Basri, le fameux ministre de l'Intérieur, et qui m'expliquait noir sur blanc que la politique de Hassan II, c'était de gagner du temps. Le temps de remplir, je veux dire, le Sahara de Marocains qui, le moment venu, qui voteront pour le Maroc. Et c'est pour ça que je ne comprends pas, parce que maintenant, si vous allez au Sahara, il y a pratiquement autant de Sahraouis de souche que de Sahraouis, si vous voulez les appeler ainsi, d'origine marocaine. Alors moi, je me pose encore la question, encore une fois, mais que craint le Maroc? Que craint le Maroc? Si d'après son discours, la majorité des Sahraouis veulent être marocains, et si entre-temps, il a déjà rempli le territoire de citoyens marocains. Ça, c'est ma grande question. Est-ce que… Je ne veux pas oui. Ali, être désobligeant, mais qu'est-ce que ça fait penser à Israël et à la Cisjordanie, à Jérusalem-Est, à Gaza? Enfin, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire, il y a des résolutions de l'ONU, on dit qu'en principe, on les accepte, en pratique, on gagne du temps, et entre-temps, on colonise. C'est quand même, je ne veux pas dire faire de parallèles excessifs, mais quand même, ça y fait beaucoup penser, quoi. Et alors, cet événement de l'année dernière, où on voit, comme vous dites, une cause sacrée échangée contre une autre, c'est-à-dire la cause palestinienne, comment dirais-je, le mot vendu me viendrait naturellement, mais il est un peu désobligeant, mais vendu en échange de la cause de la marocanité du Sahara, c'est quand même quelque chose qui visiblement n'a pas fait que des heureux au Maroc. J'ai cru comprendre qu'une partie de l'opinion était quand même choquée par la manière d'abandonner les Palestiniens en route pour assurer le contrôle marocain sur le Sahara. Mais qui ne l'a pas dit et qui ne le dit pas ouvertement. Il faut savoir que le chef du gouvernement marocain, qui est un islamiste, qui est M. Saadine le Othmani, a écrit des textes qui sont pour lui peut-être mémorables, mémorables sur le génocide commis sur les Palestiniens par les Israéliens, et qui, quelques mois seulement avant la signature des fameux accords d'Abraham, il avait fait une sortie au mois d'août, je crois, oui, au mois d'août, où il avait dit qu'on ne va pas accepter, ni le peuple, ni le roi, ni la population ne va accepter le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Et c'est ce monsieur-là, qui était un militant antisioniste toute sa vie, c'est ce monsieur-là qui a été chargé de signer ces accords avec cette, entre guillemets, entité sioniste ONI, quoi. Donc c'est pour ça que pour vous, peut-être, c'est clair, je veux dire, mais moi, en tant que Marocain, moi, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais effectivement, regardez, c'est pour ça que le mot religion, c'est très important. Ce monsieur-là, le chef du gouvernement, qui est un adversaire résolu
d'Israël qui signe lui-même les accords d'Abraham. C'est extraordinaire. Hein. Alors, je reviens à la question de SV parce qu'elle est intéressante. Je vous la repose. Compte tenu du fait que l'ONU s'est engagée dans ce conflit, avec des propositions, une méthode, une mission, des casques bleus, etc., est-ce qu'il n'y a pas quand même une grande responsabilité de l'ONU, c'est-à-dire du Conseil de sécurité, c'est-à-dire des 5 membres permanents qui ont un droit de veto dans ce Conseil de sécurité? Est-ce que cette non-application des résolutions de l'ONU elle-même, cette impasse de la MINURSO, cette non-tenue du référendum, ça ne pose pas la responsabilité des grandes puissances, et pas seulement des États-Unis? Encore que là, il faudrait peut-être distinguer entre ce qui était l'administration Trump, qui était prête à tout, comme on sait, et l'administration Biden, dont moi, je me laisse dire, en suivant un peu les choses de plus près, qu'il y a un grand doute sur la question de la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara, qui irait à l'encontre de la tradition diplomatique interrompue, je dirais, par Trump. Oui, mais parce que l'ONU, si on prend l'ONU, l'ONU, c'est l'expression des grandes puissances du Conseil de sécurité. Hein. L'ONU, moi, comme on dit, Guterres n'est qu'une sorte je ne dirais pas pantin pour ne pas être désobligeant, quoi, mais bon, mais avec l'ONU, c'est le Conseil de sécurité, c'est pas les autres. Hein. Voilà. Maintenant, si on parle d'une administration, d'une décision un peu prise par l'administration Trump et qu'on avance et qu'on passe à l'administration Biden l'administration Biden qui a des doutes et qui les a exprimés, hein, je veux dire qu'il est maintenant il est en train d'obliger le secrétaire général de l'ONU à nommer un nouvel envoyé spécial, mais bon, elle ne le dit pas, elle ne le dit pas clairement, elle n'est pas encore revenue sur la décision de Trump, parce qu'elle sait que revenir sur la décision de Trump serait peut-être un coup dur, un coup de massue sur la tête de son allié marocain. Il ne faut pas oublier que de puissants alliés marocains se trouvent dans le camp démocrate, comme la famille Clinton. Il ne faut pas oublier, ça a été publié par la presse, américaine, hein, Le roi a fait don de pratiquement 13 millions, 12 millions et quelques d'euros, de dollars, je ne peux pas vous dire exactement, à la fondation Clinton. Hein. Donc, le Maroc peut compter non seulement sur le lobby pro-israélien, sur une partie importante de ce lobby, sinon aussi sur des têtes visibles du camp des démocrates. Et comme l'ONU n'est l'expression que des grandes puissances et que les Américains, avec les Français, ils font la loi, hein, ils font la loi pratiquement avec la loi, et que les Russes et les Chinois ne sont pas forcément anti-éthiques marocains, encore que la Russie, je veux dire, elle est un peu, bon, elle pousse un peu vers ce qu'elle appelle la légalité internationale. Je crois que l'affaire va rester là. Mais l'annonce d'une ouverture d'un consulat américain à Dakhla, moi je pense qu'elle ne se fera pas. De toute évidence, on est quand même du côté de Biden sur beaucoup de questions. Évidemment, l'Iran, qui est sans doute la question la plus importante, mais aussi les questions proche-orientales, Israël, Palestine, et les questions du Maghreb. On a l'impression quand même d'un rétropédalage très sérieux des États-Unis par rapport à ce qu'a été l'aventurisme de Trump. Et moi, autant que je m'en souvienne de toute cette période, j'ai toujours eu l'impression que la Russie, même quand elle était l'Union soviétique, et la Chine ont toujours été très prudentes, toutes les deux, sur cette question du Sahara. Oui. C'est-à-dire la volonté des Russes et des Chinois, c'était toujours d'éviter qu'il y ait des affrontements en clair entre l'Algérie et le Maroc, qu'on ne remette pas le feu aux poudres. On sait bien que les relations entre l'Algérie et le Maroc ont toujours été une affaire compliquée depuis l'indépendance de l'Algérie. Hein. Donc, je crois que les grandes puissances sont peut-être dans une période de redéfinition
de leur vision du problème du Maghreb en général, quoi, et en particulier, évidemment, du Sahara. On a l'impression de la volonté de relancer la machine onusienne avec un nouveau plan de référendum, avec une nouvelle discussion qui permette de sortir de l'impasse, quoi. Moi, j'y croirais le jour où l'ONU, le jour où le Conseil de sécurité autoriserait la MINURSO qui est la mission de l'ONU Oui. sur place, voilà, de surveiller les droits de l'homme. Parce que vous savez que c'est un grand écueil, c'est que le Maroc fait tout, absolument tout, hein, avec l'aide de la France et de quelques autres membres du Conseil de sécurité pour empêcher l'ONU, la MINURSO, de surveiller ce qui se passe sur place. Nous, dès qu'on le voit chaque jour, on le voit chaque jour sur Internet, on le voit sur les réseaux sociaux, hein, je veux dire, les atteintes flagrantes aux droits de l'homme. Bon, il faut dire aussi que non seulement au Sahara occidental, mais dans tout le Maroc, mais en ce qui concerne le Sahara occidental, dès qu'on le fait chaque jour, et on sait bien que le Maroc, pour lui, c'est un point, je vais dire, un point important, c'est empêcher que la MINURSO surveille et qu'elle rapporte les atteintes graves aux droits des personnes dans ce territoire en conflit. Donc, le signal pourrait peut-être être le signal, si par exemple les États-Unis auraient l'intention de bouger, peut-être qu'ils commenceraient par là. Est-ce qu'à votre avis, je vous demande, Olivier, qui intervient dans le question-réponse, là, nous demande s'il y a eu depuis 2005-2006 des résolutions de l'ONU qui réaffirment l'idée du référendum, à votre connaissance? Écoutez, non, je ne crois pas. Je ne sais pas exactement, mais je ne crois pas. Moi, ce que je sais, c'est que la mission de l'ONU, qu'elle est renouvelée depuis tout le temps, elle est renouvelée depuis tout le temps, que tout le monde s'attend à ce qu'on rajoute cette mention aux droits de l'homme, mais que ça n'existe pas, ça ne veut pas. Les Marocains ne veulent pas, et bon, mais la France non plus. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne passera pas. Le référendum, est-ce qu'il reste un objectif onusien aujourd'hui? Écoutez, officiellement, oui. Officiellement, oui, parce que quand vous parlez avec les Marocains et qu'ils vous disent « Ah, mais écoutez, ce que vous me dites là », et ils vous disent « Mais écoutez, mais dans toutes les résolutions, après, on ne parle plus de référendum. » Oui, mais quand vous savez qu'il y a une mission de l'ONU, je veux dire, la MINURSO, qu'est-ce que ça veut dire, la MINURSO? Écoutez, son nom, c'est qu'il y a bien marqué autodétermination, référendum pour l'autodétermination. Donc, si elle est là, bon, c'est pour ça que moi, c'est pour ça que c'est très important cette histoire de droits de l'homme. Hein. C'est très important, parce que ça ne bouge pas. Hein. Ça ne bouge pas. La mission, elle est là, mais elle existe, mais elle n'existe pas. Bon, je veux dire, c'est pour ça que tout viendrait. Moi, je pense que si Trump il a bougé dans un sens et si Biden il veut bouger d'un autre sens, je pense que ça pourrait faire changer certaines choses. D'autant plus que maintenant, on est en train de passer à un conflit de basse intensité qui était là jusqu'à l'année dernière, il y a quelques mois, on dit qu'à la fin 2020, à un conflit, je ne dirais pas de haute intensité, mais qui est un conflit de moyenne intensité. Quoi. Moyenne intensité, ça veut dire des escarmouches, des petites morts à droite et à gauche. Mais si apparaît une guerre de haute intensité comme celle qu'on a connue dans les années 70 et des années 80, je crois que ça va obliger beaucoup de pays à s'y mettre pour essayer de résoudre ce conflit. Louis Ritter, qui est un intervenant fréquent dans nos débats, vous demande s'il n'y a pas, j'y faisais allusion tout à l'heure, un risque de remettre le feu aux poudres entre l'Algérie et le Maroc, parce que je voudrais dire là aussi un témoignage personnel. Je me souviens d'une soirée à Essaouira, dans votre magnifique ville d'Essaouira, Mogador, hein, oui. termes coloniaux, et un pêcheur qui grillait des sardines sur le port. On avait sympathisé, il nous avait invités, ma femme et moi. J'étais officiellement en tourisme, en fait en reportage, évidemment.
du tourisme. Et donc, on avait passé une soirée chez lui. Il nous avait invité à un incroyable couscous de poisson, comme on ne sait en faire qu'à Mogador, je crois. Et Exactement. il y avait parmi les participants de sa famille, hein, c'était tout à fait sans façon, hein, c'était très, très sympa, quoi. Et il y avait un des fils, qui a fait la guerre. Il a fait la guerre quand il y avait vraiment la guerre. Et ce qu'il nous a raconté n'était pas du tout ce qu'on entendait d'habitude. C'est-à-dire, il nous a raconté des régiments de soldats marocains tétanisés par l'idée d'être au bas du mur et de risquer de se faire égorger par une patrouille, un commando du Polisario, et avec une pesanteur très lourde sur le moral des troupes, avec des déserteurs, avec des gens qui étaient prêts à s'attaquer à leurs supérieurs, enfin à leurs officiers, pour sortir de cette peur, quoi, des attaques. Cette description qui était faite de manière très simple et sans grandes analyses, hein, il nous racontait ce qu'il avait vécu, quoi. Ça m'avait fait voir une autre guerre, c'est-à-dire une guerre beaucoup plus violente et beaucoup plus traumatisante qu'on ne le pensait. Pour les Sahraouis, certainement, mais aussi pour les jeunes soldats marocains qui se retrouvaient dans des situations très dangereuses, quoi. Oui, oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait, que quand moi je suis allé dans les camps, ben, il y avait encore, moi je suis allé dans les camps en 2005 là, pour interviewer le président Mohamed Abdelaziz, et il y avait encore 500, je crois 500 prisonniers militaires marocains. Moi je pense que la guerre est certains Une étaient guerre, là quoi, depuis hein. 20 Une ans. guerre dure. Certains qui étaient là depuis 20 ans, 20 ans, peut-être plus, hein. Moi, je crois que nous, on n'a pas senti, nous en tant que Marocains, on n'a pas senti l'intensité de la guerre, les pertes marocaines durant la guerre, parce que la presse étant ce qu'elle est, et puis à l'époque, il n'y avait ni Al Jazeera, ni les réseaux sociaux, ni les chaînes par satellite, on avait droit qu'à la presse, je veux dire la presse nationale, et puis la presse internationale contrôlée par le ministère de la Communication. Donc, on ne savait pas, on ne connaissait pas l'intensité de cette guerre. On savait qu'il y a eu des morts, mais bon, on ne savait pas exactement. Et puis une chose très importante, Hassan II a pratiquement interdit à la presse marocaine de parler des prisonniers militaires marocains. Moi, j'ai eu, je ne sais pas si je peux dire l'honneur, moi quand je travaillais au journal hebdomadaire, j'étais le premier journaliste à parler des prisonniers militaires marocains. À l'époque, je parle de la fin des années 90, je parle Plusieurs centaines, de Hassan II, de la dernière année, je pense, de Hassan II, où je disais, mais vous savez, vous avez envoyé ces gens-là défendre, ce que vous dites, l'intégrité territoriale du Maroc, et on les a abandonnés. On les a totalement abandonnés. Donc, est-ce que si on a un conflit de haute intensité aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a maintenant, avec un téléphone, on peut rapporter des vidéos, des photos, on peut envoyer des informations de manière directe, instantanée. Est-ce que ça va affecter le Maroc? Ça, on le saura peut-être dans quelques mois. Et pour la question de l'Algérie avec le Maroc, il faut savoir que depuis le début du siècle, il y a une course aux armements entre le Maroc et l'Algérie. Et selon tous les experts, l'Algérie, on a dit qu'elle nous gagne par Gaulle, mais multiplié par 4, à cause, bien entendu, des entrées, à cause de l'Algérie, parce que l'Algérie est un État pétrolier et le Maroc ne l'est pas. Voilà. Mais pour la course des armements, l'Algérie, elle nous gagne. Mais dans une guerre conventionnelle entre le Maroc et l'Algérie, je pense qu'on va se faire mal les uns aux autres sans qu'il y ait d'acquis majeur. Est-ce que, Ali, il n'y a pas, sans être pessimiste, ce n'est pas mon tempérament, mais quand même, un danger, je reprends ce que disait Louis Ritter tout à l'heure, un danger dans la mesure où des deux côtés, on peut, du côté du pouvoir, je veux dire du pouvoir marocain ou du pouvoir algérien, penser avoir intérêt à une forme de conflit maîtrisé. Parce que, après tout, quand on a en face de soi le Hirak, tel qu'il s'est développé en Algérie,
l'idée d'escarmouche, disons, ou un peu plus avec le Maroc, ça peut être tentant pour essayer de faire diversion, d'amener de ce côté-là aussi à faire bouger le nationalisme algérien, qui n'est pas moins vif que le nationalisme marocain. C'est-à-dire, je ne veux pas faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, mais je me souviens très bien quand il y a eu la guerre Iran-Irak, par exemple, il y avait une dimension de cette guerre, aussi bien en Iran qu'en Irak, qui était de profiter de la guerre pour faire oublier les problèmes de part et d'autre que rencontrait la population et le mécontentement qui se développait aussi bien en Irak qu'en Iran. Donc, est-ce que là, il n'y a pas ce risque-là, que du côté marocain comme du côté algérien, on mise sur une forme de guerre évidemment contrôlée, en essayant de ne déraper pas en un conflit généralisé, mais profiter de ça politiquement, quoi. Moi, je ne sais pas, mais moi, ce que je sais, c'est que les militaires, ils disent qu'on sait comment commencer une guerre, mais on ne sait pas comment la finir. Et moi, comme encore une fois spectateur de ce qui se passe de l'histoire de France, je sais que les poilus, ou des Bavans qui ne s'appellent poilus, durant la Première Guerre mondiale, ils étaient partis vers la fleur au fusil, et puis après ils ont su ce qu'ils ont su, quoi. Maintenant on le sait. Donc moi, je crois que ce serait une erreur, mais c'est quand même tentant, oui. C'est comme tentant. Et comme vous le dites si bien, le nationalisme marocain, le nationalisme patriotard aussi avec marocain, est beaucoup plus fort chez nous que chez l'Algérien, quoi. Mais le Hirak algérien pourrait être aussi une chance pour nous autres Marocains, parce que si le Hirak algérien réussit à faire changer, je veux dire, la structure, l'establishment algérien, on va rester seul dans les trois grands pays du Maghreb, parce que c'est historique, le Maroc, l'Algérie, Tunisie, à être gouverné par une dictature, quoi. Moi, je pense que ça pourrait faire balancer. Mais moi, franchement, d'une guerre entre le Maroc et l'Algérie, maîtrisée. Hein. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu des batailles maîtrisées durant les années 70 entre, il y en a eu, je pense, deux. Il y en a deux qui ont eu lieu, si mes souvenirs sont bons, à Amgala, entre l'armée marocaine et l'armée algérienne. Et je crois que grâce aussi à l'intelligence de Hassan II, qui savait qu'une guerre ferait mal à son régime, je veux dire, il n'est pas allé loin. Je pense que les Algériens aussi. Mais bon, ils sont en train de se montrer les griffes et les dents. Et les muscles. Ouais. Voilà. Je voulais vous poser une question sur l'état de l'opinion marocaine, parce que peut-être un des éléments qu'il faut faire entrer en ligne de compte, c'est que l'opinion n'est plus mobilisée comme elle l'était au moment de la marche verte. Je me souviens à l'époque que les rares Marocains qui ont vraiment pris position pour l'autodétermination, certains, je pense à mon ami Abraham Serfati à l'époque, certains ont fait des temps de prison épouvantables. Je crois qu'Abraham Serfati avait dû faire 17 ans de prison dans des conditions épouvantables. Et bon, on sait qu'après, il a eu une forme de normalisation de ses rapports avec le pouvoir. Il a même eu des fonctions officielles. Mais quand même, toute l'aventure d'Ilal Hammam, c'était une aventure extrêmement minoritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opinion marocaine serait prête à repartir, comme on dit, la fleur au fusil? Je n'ai pas cette impression, je ne sais pas. Dites-moi. Écoutez, il existe encore au Maroc un parti politique qui est la continuation d'Ilal Hammam, qui sont les anciens compagnons d'Abraham Serfati, qui sont tous d'anciens prisonniers politiques et qui sont dans la voie démocratique, démocratique. Mais maintenant, je veux dire, aller à la guerre maintenant, en 2021, moi, je ne sais pas. Écoutez, moi, mes rapports avec mes concitoyens, je veux dire, ce que me disent mes concitoyens en privé, ils ne me le disent jamais publiquement. Bien sûr. Certains me critiquent même publiquement. Alors que quand je les rencontre, je veux dire, à l'étranger ou chez eux ou chez quelqu'un d'autre, ils me donnent une autre version des choses. Est-ce qu'on est prêt à défendre, à aller à la guerre contre l'Algérie à cause du Sahara occidental? Vous savez, le Maroc, c'est un État policier.
et un État policier qui contrôle la population, je veux dire, aller à la guerre, hein, aller à la guerre, je ne sais pas moi, le premier jour, ou la première semaine, ou le premier mois, ou même les premiers mois, c'est facile. Hein. Et après, oui. Oui, Et après, c'est mais, dur. mais le problème, ça va être après. Le problème, ça va être après. C'est ça ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui se passerait après? Et puis surtout maintenant, avec la crise qu'on a de l'après-Covid, dont on ne mesure pas encore les conséquences. Hein. Parce que vous, déjà vous en France, vous savez les conséquences économiques, quelles sont. Alors imaginez au Maroc. Imaginez au Maroc. Donc moi, si on me dit... Oui. Oui. Oui, juste une question. J'aime pas qu'on parle à chaud des événements dont on n'a pas les moyens de les analyser sérieusement. Hein. Mais quand même, cet assassinat du chef de la gendarmerie du Polisario, c'est un peu étrange parce que ça, c'est un acte de radicalisation quand même des affrontements possibles. Parce que jusque-là, c'était des affaires de camions qui passent pas. Et puis tout d'un coup, voilà, il y a une attaque, on ne sait pas, d'un avion de chasse, d'un drone ou des deux. Ça veut dire quoi, à votre avis? C'est un accident ou c'est un signal? Comment vous l'interprétez, vous? Moi, je pense que c'est un signal de l'armée marocaine. Hein. Mais bon, l'armée marocaine, c'est le palais royal. C'est un signal de l'armée marocaine. Bon, certaines sources, elles parlent, ils disent, bon, bon on n'a pas cette information précise, parce que vous savez que l'information, elle est verrouillée autant du côté marocain que du côté du Front Polisario. Mais certaines informations, elles parlent que c'est effectivement c'est le président de la RAST, c'est le président du Front Polisario, Brahim Rali, qui était visé. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais bon, moi, je pense que c'est un signal du Palais Royal en disant écoutez, on peut vous faire mal, hein, et que voilà, maintenant, dès qu'on va voir la réaction du Polisario, comment est-ce qu'ils vont répondre, comment est-ce qu'ils vont faire, je ne sais pas. Et donc, Ali, nous ne sommes pas complètement délirants quand nous disons que ça peut entraîner une explosion à un moment donné non contrôlée. Parce que si on commence à nouveau avoir des assassinats ciblés, parce que c'est comme ça que ça s'appelle en termes clairs, les Israéliens sont devenus les spécialistes de ce type d'action à l'époque de la seconde intifada et ensuite, on a beaucoup assassiné quand même par des méthodes de ce type. Est-ce que, bon, nous ne délirons pas ni l'un ni l'autre en disant que ça peut aussi déraper dans quelque chose qui ne serait plus du tout maîtrisé? Écoutez, moi, quand je lis un peu les communiqués qui sont en train de sortir, qui sortent au compte-gouttes, mais qui sortent, hein, les communiqués de l'armée algérienne. Hein. Moi, je ne parle plus de l'État, ni d'un ministère, tout ça, mais de l'armée algérienne, en disant clairement que le Maroc, il a installé l'entité sioniste à ses frontières et tout ça, et que ça peut être une déclaration de guerre. Quand je vois qu'il y a très peu, il y a eu des manœuvres, je veux dire, algériennes près de Tindouf, et qu'on a parlé à un certain moment de manœuvres américano-marocaines aussi près des camps de réfugiés, mais du côté des Marocains, que après ça a été démenti par les Américains. Les Américains, ils ont dit non, nous ne participons pas dans ces manœuvres. Donc, écoutez, quand vous avez des manœuvres de deux armées, je veux dire, au beau milieu d'une crise non seulement diplomatique, mais d'une crise qui peut aller plus loin, écoutez, franchement, on se pose des questions. Ce serait une erreur, à mon avis, moi je le dis maintenant, mais bon, on se pose des questions. Mais alors justement, parmi les... Il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des attaques de hackers, qu'on pense que ce sont des hackers marocains, à des institutions algériennes il y a quelques semaines, et que maintenant les Algériens sont en train de parler de guerre de quatrième génération, et qui sont en train de se préparer aussi pour se réarmer contre cette forme de guerre. Donc il n'y a pas seulement des armées physiques, il y a aussi cette guerre électronique. Oui. Mais une des questions alors qu'on se pose devant ce risque d'escalade, disons, on en a parlé tout à l'heure, c'est le rôle du Conseil de sécurité et de l'ONU. Mais alors du coup, Christine et un autre participant vous posent la question de savoir quel est le rôle de la France. Parce que
dit Christine, pardon, lorsque les États-Unis avaient proposé un mandat de surveillance des droits de l'homme, comme vous en parliez tout à l'heure, par la MINURSO, c'est la France, dit-elle, qui avait fait blocage. Et un autre participant nous dit que je n'avais pas eu cette information personnellement jusque-là, que la République en marche vient de décider l'ouverture d'un bureau à Dakhla. Est-ce que ce n'est pas la préfiguration d'une ouverture de consulat français dans les territoires occupés par le Maroc du Sahara? Donc voilà des questions, disons, autour du rôle de la France dans ce conflit. Oui, oui, bah, écoutez, moi je crois que la France, la France, c'est exactement ce qu'avait dit, je pense, l'ambassadeur de la France, je pense, à Washington, qui avait dit à un acteur, à Javier Bardem, un acteur espagnol très connu, lui avait dit, bah, écoutez, le Maroc, c'est comme une maîtresse, je veux dire, on n'a pas envie de coucher avec elle tout le temps, mais on est obligé de coucher avec elle, tout ça. Donc voilà. Donc il y a des intérêts, il y a aussi beaucoup de choses privées, personnelles, de politiciens français de différentes catégories, de différentes idéologies, de différents, je veux dire, partis politiques. C'est pas le moment d'en parler là ici, mais bon, mais je veux dire, non, la France, elle appuie complètement le Maroc. Ali, quand vous dites la France, c'est toutes les Frances, parce que moi, je me souviens quand même que le général de Gaulle, comme je suis plus âgé, je crois, que vous, je me souviens très bien que l'affaire de l'enlèvement de Ben Barka et de l'assassinat de Ben Barka avait marqué une rupture assez forte des relations. Il avait même eu des mots très durs que je ne répéterai pas ici sur le roi Hassan II. C'est-à-dire, ça dépend un peu qui est au pouvoir. Le lien avec le Maroc n'est pas un lien de toute la classe politique française, quand même. Toute la classe politique, moi je pense que la fâcherie de la France avec Hassan II, spécialement avec Hassan II, elle s'est terminée avec Pompidou, parce que c'est Pompidou qui avait proposé, parce qu'il ne faut pas oublier que le général Oufkir, l'une des têtes pensantes du deuxième État de 1970, était impliqué, qu'il avait été condamné en France pour l'affaire Ben Barka, et Pompidou avait proposé aux Marocains de l'amnistier au nom de ses faits d'armes durant la Seconde Guerre mondiale du général Oufkir. Et puis après, ça a été repris par le copain, il s'appelait Les Copains, c'était des copains, il s'appelait Mon Copain, avec Giscard d'Estaing. Après, il y a eu le pragmatisme de François Mitterrand, parce que François Mitterrand, secrétaire général du Parti socialiste, c'est pas le François Mitterrand, président de la République. Mais bon, je veux dire, c'était quand même une époque, parce que François Mitterrand, il avait une épouse, comme le disait l'épouse morganatique, oui, voilà. Et puis après, il y a eu Chirac. Chirac, c'est pratiquement, Chirac, c'est une créature totale du Maroc. Et puis on a eu Sarkozy, et puis on a eu François Hollande, et tout ça. Non, mais à part la rupture, la rupture opérée par Charles de Gaulle, le reste des présidents qu'on peut dire des présidents pro-marocains. Même François Hollande. Ali, je suis d'accord pour les présidents, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi une opinion française qui est différente et qui, je me souviens du livre de Gilles Perrault, Mon ami le roi, je me souviens de l'accueil d'Abraham Serfati quand il a été libéré en 91. Je me souviens de beaucoup de. Il y avait une grande sympathie pour la cause, disons, des droits de l'homme au Maroc et du même coup pour la cause des droits des Sahraouis en France. Non, moi je ne dis pas. Je ne suis pas sûr que la population française, je veux dire, je crois qu'il y a des gens. Je crois qu'il y a une petite minorité de Français qui soutiennent un peu les Sahraouis, mais je ne crois pas que la majorité de la population française elle soutient les Sahraouis. Il y a beaucoup de Français qui soutiennent, par exemple, des dissidents marocains, des politiciens, des journalistes. Ça, moi, je suis sûr que c'est ça. Mais dans la presse française, et vous l'avez dit au début, il y a une ignorance totale sur ce qui se passe au Sahara occidental. Mais le fait que vous avez introduit, la question qu'a posée
une personne là, sur l'ouverture. Ça, c'est une information qui est sortie, je pense, il y a 3 ou 4 jours, ou je ne sais pas s'il y a une semaine, moins d'une semaine, sur l'ouverture d'une antenne de La République En Marche, je vais dire, à Akhla. Est-ce que c'est le début de quelque chose? Je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des informations sur cette histoire. Il y a eu des informations sur cette histoire, une nouvelle comme quoi, on n'est pas encore sûr, hein, comme quoi La République En Marche va ouvrir une antenne à Dakhla. Et puis tout de suite après, on a appris que le président de la République algérienne, il a annulé la visite de Castex, je veux dire, Oui. du Premier ministre, du Premier président. Est-ce que ça a une relation ou pas? Je ne sais pas. Alors, revenons sur la situation elle-même et les solutions. C'est-à-dire, à votre avis, beaucoup d'amis posent cette question, est-ce que l'idée d'autonomie que les Américains avaient mise en avant avec les deux plans de James Baker n'est pas, au fond, une piste au-delà d'un référendum? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une solution pragmatique, nous demande Adnan Kab, sur disons, la perspective d'une issue de crise par l'autonomie, plutôt que par un référendum d'indépendance? Écoutez, moi, c'est Ça comme les vous paraît Palestiniens. une chose jouable, parce que c'est quand même la thèse américaine, c'était la thèse américaine pendant une longue période. Non, il y avait une autre thèse américaine de l'époque de Baker, c'était ce que justement le journal hebdomadaire, sur la base d'informations en provenance de Washington, avait appelé la troisième voie, qui Oui, avait oui. l'idée de la troisième voie, c'était de refiler aux Sahraouis indépendantistes la partie qui revenait à la Mauritanie, c'est-à-dire pratiquement le troisième tiers sud de, du territoire du Sahara. Mais bon, quand on sait que dans ce territoire, il y a Dakhla, il y avait Dakhla, et que le Maroc maintenant, il installe des consulats à Dakhla, qui, selon les accords de Madrid de 1975, revenaient à la Mauritanie. Donc, je pense que le Maroc, il a été, et il est toujours contre. Maintenant, l'autonomie, moi c'est comme les Palestiniens, hein. Si les Sahraouis acceptent, le problème, il est résolu. Mais moi, je me pose la question toujours, parce que je le répète encore une fois, vous m'avez invité en tant que Marocain, je réfléchis en tant que Marocain, Bien sûr, bien sûr. mais voilà. Mais qu'est-ce qu'on va offrir, nous, aux Sahraouis? On va offrir une démocratie, on va offrir un bien-être de se sentir marocain. Ben, si nous, qui sommes des Marocains pure souche, nous vivons dans une dictature, on va offrir aux Sahraouis une dictature. Voilà. C'est ça le problème. Et puis, il y a les limites de cette autonomie. Si c'est une vraie autonomie, si ça veut dire que, comme l'avait dit Hassan II, qu'il allait offrir aux Sahraouis tout, sauf, je pense, la diplomatie, il avait dit la diplomatie, la monnaie, je ne sais pas quoi encore. Ben, si c'est vraiment ça, et si les Sahraouis acceptent, moi je pense que, bon, Mais, s'ils acceptent, c'est parfait. Ali, Mais est-ce qu'ils vont accepter? je ne veux pas filer la comparaison avec Israël-Palestine au-delà du raisonnable, mais quand même, là aussi, ça fait penser à la situation par rapport à la normalisation, disons, que souhaite Netanyahou depuis longtemps, c'est-à-dire l'annexion. Et l'annexion, elle peut être, comment dirais-je, camouflée sous le nom de autonomie ou bantoustan, enfin peu importe le nom qu'on utilise, c'est-à-dire on fait semblant d'eux, mais chacun sait que l'idée d'un État, par exemple, un seul État binational, israélo-palestinien, ça n'a de sens que dans une autre construction que celle de l'apartheid, dans un autre modèle que celui d'une occupation, d'une colonisation, d'une annexion de fait. Donc il y a une contradiction entre le projet lui-même et la réalité des choses. C'est-à-dire, comme vous dites, une autonomie sahraoui à l'intérieur du Maroc, mais d'un Maroc qui serait toujours un Maroc avec un régime autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, ça ne peut pas fonctionner. Écoutez, moi j'ai eu, parce qu'avant qu'il ne meure, moi j'ai eu la chance d'avoir de très longues conversations avec Driss Basri à Paris, là, près de
au quartier de la Muette, là où il y a le métro de la Muette, dans le 16e arrondissement. Oui. J'ai eu la chance de parler avec lui. Bon, Basri n'acceptait pas qu'on critique Hassan II devant lui, mais il parlait de tout, absolument de tout. C'était un grand manipulateur. Tout ce qu'il disait, il fallait avant, je veux dire, voir séparer le vrai du faux. Et donc, moi, je lui avais parlé de cette fameuse autonomie. Et il m'avait dit, bon, après avoir réfléchi, tout ça, il m'avait dit, écoutez, moi, je vous le dis clairement, il m'avait dit une vraie autonomie offerte aux Sahraouis, il m'avait dit, c'est l'indépendance. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi, si vous leur offrez une autonomie, si vous leur offrez une autonomie, mais vraiment une généreuse autonomie, si vous leur donnez tout, sauf bien sûr la monnaie, l'armée, la diplomatie, tout ça, et que s'ils acceptent, pourquoi? Il n'y a pas de problème. Et il m'avait répondu ça. Il m'avait répondu, mais bon, vous leur offrez l'autonomie, vous acceptez que les réfugiés sahraouis, que cette chose-là qui est là-bas, qui s'appelle la République arabe sahraoui démocratique, rentre au Sahara. Il m'a dit, cette République arabe sahraoui, c'est un État. Ils ont un chef, ils ont un parlement, ils ont des médecins, ils ont des infirmiers, ils ont des policiers, ils ont tout. Ils ont une société civile. Alors, imaginez, je pense que vous avez dit 150 000, mais à l'époque, je pense qu'il y avait 120 ou 110 000, je ne peux pas donner de chiffre. Et il m'avait expliqué que si cette population rentre, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle dit qu'elle va occuper tous les postes. Elle va occuper tous les postes parce que c'est un État. On transpose un État, je veux dire des camps de réfugiés, au Sahara. Il m'a dit on va pouvoir vivre pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans tranquillement. Et alors, il m'avait posé la question. Imaginez que ces gens-là, à qui nous avons cet État-là, ce petit État-là, à qui nous avons offert l'autonomie, demain, ils commencent à revendiquer l'indépendance. Il m'a dit comment est-ce qu'on va reprendre pied dans ce territoire? Comment? C'est un État qui est constitué. Donc, on a transposé un État qui était dans les camps de réfugiés au Sahara. Et lui-même, Basri, Basri qui était le monsieur Sahara après Hassan II, avait dit l'autonomie, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il peut offrir le Maroc aux Sahraouis? S'il ne peut pas leur offrir une vraie autonomie, qu'est-ce qu'il va leur offrir? Il va leur offrir d'être une province comme le reste des provinces marocaines. Et on sait ce que c'est une province marocaine, avec peut-être des élus, mais avec un wali qui est un super préfet, qui est le représentant de Dieu sur terre, qui a tous les pouvoirs, même les pouvoirs militaires. Donc, Alors, vous voyez que voilà, c'est ce que moi, je crois que si c'est une vraie autonomie, je veux dire, ça va durer ce que ça va durer. Puis après, bon, je veux dire, s'ils ont envie d'aller plus loin, si les Sahraouis ont envie d'aller plus loin, je ne sais pas comment est-ce que l'État marocain peut les arrêter. oui, parce que notre ami Adnan Kab, qui a déjà posé des questions, mais vous dit, je trouve la question est raisonnable, est-ce qu'un pays comme le Maroc, qui a investi énormément en hommes, en budget pendant plus de 3 décennies, va tenter un référendum qu'il risque de perdre? Donc, d'une certaine manière, l'autonomie, c'est une façon de fuir le risque du référendum. Oui, mais c'est ça le problème. C'est parce que nous, on nous a dit pendant des années, on nous a lavé le cerveau, on nous a dit que la majorité des Sahraouis sont marocains. Donc moi, je veux croire, moi, cette chose-là. Parce que le Maroc, il va risquer de perdre. Moi, je crois que non. Mais selon le discours officiel qui impère jusqu'à aujourd'hui, la plupart des Sahraouis sont des pro-marocains qui veulent devenir marocains. Il ne faut pas oublier que Hassan II, il avait dit un jour, je n'arrive pas à trouver la référence, mais je crois qu'il l'avait déclaré à un journal français. Il avait dit que si un jour le Maroc perdait le Sahara, c'est le 30 qui perdrait aussi. Parce que le Maroc a investi pendant attendez, tout ce qui aurait pu, tout ce qui aurait dû aller, je veux dire, au reste du Maroc est allé au Sahara occidental. Toutes les infrastructures, absolument tout. Comme l'a dit un dirigeant du Polisario, le défunt, je ne me rappelle pas son nom, qui était le représentant permanent, qui était le représentant du Polisario de la race à
l'ONU et qui avait dit que Hassan II, il avait amarré, je veux dire, son trône à cette question-là. Et il l'a laissé en héritage en héritage à son fils. Je veux dire, si demain la monarchie elle perd le Sahara, je pense que là, les Marocains, ils vont vouloir demander, exiger des comptes, quoi. Mais je me souviens qu'après la Marche verte, beaucoup de spécialistes du Maroc, dont je n'étais pas, mais je suivais quand même ce dossier, évidemment, étaient convaincus que Hassan II avait sauvé son trône avec le Sahara. C'est-à-dire Oui, qu'un troisième coup d'État était tout à fait une tentative, aurait pu réussir, oui. et c'en était fini de la dynastie. Donc, ça a été bien utile, cette affaire marocaine, cette affaire Oui, saharienne. oui, 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 Hassan II, comme je l'ai dit au début, Hassan II, il a fait des paris qu'il a gagné, quoi. Il Voilà. avait gagné, voilà. Parce que, non, non, mais franchement, depuis moi, je suis né à la fin de 59, début 60. Hein. Ben, je veux dire, depuis que je suis né, bon, depuis l'âge de 15 ans, je n'entends parler que de cette histoire. Hein. Cette histoire que je ne maîtrise pas, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je l'ai expliqué au début, là. Non, mais franchement, moi, je pense que Hassan II, il a sauvé son trône grâce au conflit du Sahara Absolument. occidental et qu'il a pu mater son opposition qui était puissante. Hein. Il faut savoir ce que c'était l'USFP. Bon, on dit qu'à l'époque, ça s'appelait l'Union nationale des forces Bien sûr. populaires et l'Istiqlal. Et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont devenus des partis bigots. Hein. Je ne parle même pas de l'ex-parti communiste devenu, je veux dire, un parti ultra monarchiste, mais je parle des socialistes qui, comme le dit un célèbre humoriste marocain, ce n'est plus l'USFP, le parti d'Abdelrahim Bouabil, c'est ce qui reste de l'USFP. Voilà. Et ça, c'est par la grâce de Hassan II. Hassan II, il a frappé, non, non, il a fait des choses, c'est pour ça que je disais c'était un génie peut-être plus mal, mais un génie quand même. Un génie, Alors, il a pour maté terminer, Ali, l'opposition. Oui, oui, oui. j'ai énormément de questions, je ne peux pas toutes les relayer, mais elles vont toutes un peu dans le même sens. Au fond, euh, il nous reste 5 minutes. Essayons d'imaginer quels sont les facteurs qui pourraient amener Mohamed VI et le trône, disons, la dynastie, à bouger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut permettre qu'on arrive à un accord et un accord sur quoi? Qui doit faire quoi, disons, à l'échelle marocaine, à l'échelle algérienne, à l'échelle maghrébine, à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne? Quels sont les facteurs qui peuvent amener à une solution, disons, à une Écoutez, solution conforme plus ou moins aux droits des uns et des autres? écoutez, moi je pense que les facteurs, ils sont au nombre de trois. Je pense que le premier facteur serait peut-être une mobilisation massive des Marocains, exigeant à la monarchie de régler définitivement ce problème, ce qui ne va pas arriver. Je l'ai dit, parce qu'on n'a plus de classe politique, on n'a rien, on n'a pas de syndicat, on n'a absolument rien, on a un discours officiel, pensée unique, et puis voilà, ça ne va pas arriver. Le deuxième facteur serait un soulèvement massif des Sahraouis. Bon, on a eu une sorte d'échantillon il y a une dizaine d'années, il y a 11 ans, avec ce qui s'est passé à Gizig, ce camp, je veux dire, à 12 km, je pense, de Tlayoun, avec je veux dire, des morts d'un côté comme de l'autre. Et puis bon, je veux dire, mais ce n'était pas un soulèvement général. Mais ce qui pourrait peut-être faire changer un peu les choses, ce serait un soulèvement général et puis l'implication de l'ONU et des puissances étrangères. Le troisième facteur, moi je pense que c'est le plus probable, et c'est le plus dangereux aussi, c'est que cette guerre de basse intensité, ou cette guerre qui n'existait pas, qui est maintenant de basse intensité, se transforme en un conflit de haute intensité avec l'implication de l'Algérie. Et là, moi je pense que les puissances internationales et l'ONU, ils vont obliger je veux dire, le Polisario et le Maroc, une bonne fois pour toutes, à se mettre d'accord. Autour de quelle solution, à votre avis?
Moi, je pense que c'est Hassan II qui a accepté l'idée lors du sommet de Nairobi de 1981 d'un référendum. Absolument. Moi, je crois que c'est Hassan II. C'est Hassan II qui était le premier patriote sahraoui. Hassan II qui était le premier patriote. C'est lui qui s'est occupé de ce dossier. Et Hassan II nous a imposé à la population marocaine ce référendum. Et si vous vous rappelez bien, quand le chef de l'USFP, Abdelrahim Bouabid a dit non. Il a dit non, écoutez, le Sahara, c'est le Maroc et on ne fait pas de référendum au Sahara. Il a été emprisonné. Il a été exilé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne au Maroc n'a pris la défense d'Abdelrahim Bouabid à l'époque. Personne. Personne. Donc, moi, je crois, si Hassan II a pris la décision, si le Premier ministre Hassan II, Ahmed l'Iraqi, est parti à la tribune de l'ONU, il a dit non, mais écoutez, on accepte le principe d'un référendum d'autodétermination avec toutes les garanties internationales. Moi, je dis, et si les Marocains, comme ils nous disent, ils sont sûrs qu'ils vont le gagner, alors faisons ce référendum. Mais ce référendum ne se fera pas sans une pression de l'ONU, et quand je dis de l'ONU, du Conseil de sécurité. Et donc la France a son rôle à jouer dans cette affaire. C'est-à-dire elle compte parce qu'elle a été amie, comme vous l'avez rappelé, elle a été fondamentalement amie de Hassan II et de Mohamed VI. Donc si elle se dit, si elle s'engage, ça peut aider à avancer. C'est sûr. Moi, je pense que la France est là, les clés la clé de la solution. Moi, je pense que la France est là la clé de la solution. D'autant plus que Macron, ni Macron, ni même l'ancien président français François Hollande étaient impliqués dans les petites histoires de sous d'autres choses marocaines, quoi. Donc, je pense que c'est possible. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. À mon avis, ils ne vont pas le faire. Mais la France est là avec la clé. Je pense que les États-Unis suivraient ce que déciderait la France. Mais bon, la France, ils vont peut-être dire que si le Maroc il perd le référendum, il risque de perdre son trône et puis qu'on va rentrer dans une époque de turbulence au Maroc. Et comme le Maroc il a des frontières avec l'Union européenne, comme le Maroc il a des frontières avec l'Espagne, est-ce que l'Espagne aussi elle va accepter ou elle ne va pas accepter? C'est ça le problème. On est quand même tenté, Ali, de se dire qu'il y a mieux à faire pour les dirigeants marocains et algériens que de se battre sur le Sahara. Je veux dire, il y a tellement de problèmes de développement qui sont posés, tellement de problèmes de développement économique, social, démocratique des deux pays. C'est quand même un gâchis phénoménal. Tout ça pour empêcher une population qui, après tout, a des droits, de voir ses droits satisfaits, quoi. Oui, mais dites-vous, écoutez, moi, nous, qu'on souffre de ce conflit depuis X temps, moi, personnellement, je veux que ce problème se résolve une bonne fois pour toutes, pour passer à autre chose. S'ils veulent être marocains, bienvenue. S'ils ne veulent pas être marocains, adieu, au revoir, ce que vous voulez. Mais je veux franchement que ce problème se résolve une fois pour toutes. Est-ce que vous savez que pratiquement 60% des recours de la diplomatie marocaine et des services secrets marocains, ils sont dédiés à cette histoire-là? Voilà, c'est ça le problème. Moi, en tant que citoyen marocain, j'en ai vraiment marre de ce problème et je veux qu'il se résolve une bonne fois pour toutes. A ou B, je ne sais pas. Mais il faut rappeler que c'est Hassan II, c'est le roi Hassan II qui a imposé aux Marocains, qui a imposé tout seul, qui a pris une décision personnelle, imposé aux Marocains un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Il faut dire une chose très importante. Son premier ministre, Ahmed l'Iraqi, il a dit à la tribune de l'ONU, il a répété à 3 reprises ou 4 reprises, la vidéo, vous pouvez la trouver sur YouTube, il a dit Sahara occidental. 1, 2, 3 fois, non, mais nous nous engageons à faire un référendum Sahara occidental. Maintenant, on nous empêche même de dire Sahara occidental. Bon, Maroc, si vous dites non, il faut dire Sahara marocain. Mais écoutez,
je sais pas, Driss Basri, je veux dire, le monsieur Sahara de Hassan II, quand il a fait sa première interview à Al Jazeera, quand il était à Paris, il a répété Sahara occidental. Il a répété, il a dit, je répète, je dis Sahara occidental. Driss Basri, le bras droit de Hassan II, l'homme qui s'occupait du Sahara. Donc, voilà. Donc, écoutez, franchement, dès que vous êtes au Maroc, c'est un autre monde. Et quand vous sortez, c'est un autre. Je veux dire, vous êtes dans un autre monde, vous êtes dans une autre réalité. Et ça, il faudrait que ça cesse une bonne fois pour toutes. Hein. Je veux dire, il faudrait trouver une solution à ça. Si les Sahraouis veulent une autonomie, écoutez, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas militant. Il y a beaucoup de Marocains qui ne sont pas militants, ou ni pour, ni contre, mais il faudrait trouver une solution à cette histoire. Et c'est pour ça, moi, je parle que le troisième facteur, c'est-à-dire la guerre, malheureusement, est celui qui pourra résoudre cette histoire. Est-ce que le Maroc pourra s'engager dans une guerre de longue haleine? Je ne sais pas. On va quand même pas dire Inch'Allah. Là, hein. Non, il ne faut pas dire Inch'Allah, parce plutôt espérer une solution pacifique. Oui. En tout cas, je vous remercie infiniment. C'était tout à fait passionnant. C'est rare qu'on puisse débattre comme ça, et ça fait du bien de voir qu'il y a des journalistes qui font leur boulot avec courage et qui ne se laissent pas museler. Et je vous en félicite très, très vivement. Ça fait un grand plaisir de vous entendre. Merci de m'avoir donné, merci encore une fois de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer librement, de tenter de m'expliquer. Et puis désolé pour la vidéo, mais il y a eu un petit pépin, donc voilà, on ne me verra pas, mais je ne me cache pas. Voilà, mais je ne me cache pas. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup.